Waouh, ça pique! Mais tiens, cette énergie, elle vient d'où? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons prendre en filature l'énergie électrique. Quel chemin emprunte-t-elle? En Suisse, de quoi est-elle composée? Peut-on consommer 100% renouvelable? Et puis nous tenterons de savoir à quoi ressemblera le circuit de l'énergie électrique de demain. Nous allons essayer de démêler tout ça. En Suisse, l'électricité est produite par différentes catégories de centrales. Depuis ces centres de production, l'énergie circule au travers d'un réseau de lignes à très haute tension mesurant plus de 7000 km. Il assure aussi la liaison avec le réseau européen. 37,9% de cette consommation d'électricité est d'origine nucléaire. Les centrales hydrauliques assurent, elles, 56,8% de cette production, 3,5% par les centrales thermiques. Quant aux centrales à énergie renouvelable, leur production représente en 2014 2,2% de la consommation totale. Il faut également savoir que la Suisse exporte de l'électricité, mais doit aussi, chaque année, et notamment durant la saison d'hiver, en importer de l'étranger. Mais le réseau n'a pas toujours été ainsi. Dans la ville du Locle, il y a 125 ans, l'électricité issue de la transformation de la force hydraulique en énergie mécanique était produite et consommée dans un petit périmètre. Notre premier témoin, Caroline Calam, connaît très bien cette histoire. Caroline Calam, bonjour. Bonjour. Alors nous voilà sur le banc des amoureux. On est plutôt des amoureux d'histoire aujourd'hui. Alors vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les Lumières de la ville » qui traite des balbutiements d'électricité dans la ville du Locle il y a 125 ans. Alors l'histoire en fait commence bien avant. Le Locle en 1862 choisit le gaz riche et ça ne sert qu'à l'éclairage, donc ça ne peut pas servir à la force motrice. D'accord. Et ça pour une ville industrielle, c'était un choix assez discutable. Et tout à coup arrive un jeune Loclois qui s'appelle Alfred Maté-Doré, qui arrive au conseil municipal avec un projet d'éclairage électrique. On est là en 1887, il va y avoir une votation et les municipaux, par 18 voix contre 13, vont voter l'éclairage électrique. Donc l'électricité va permettre d'éclairer les rues de la ville du Locle. Alors elle est située où cette usine qui achemine l'électricité? Elle est située à plus de 10 km de la ville, elle est située en contrebas. Parce qu'à cet endroit, on va profiter d'une chute d'eau de 90 mètres qui est artificielle en fait, qui date de plus d'un siècle. On a en fait aménagé cette chute à la Rançonnière pour se débarrasser de l'eau, tout simplement. Et ensuite, c'est Alfred Maté-Doré et un de ses collègues, un grand électricien suisse qui s'appelle René Thury, qui, l'histoire le dit, enfin la légende peut-être le dit, voit cette chute d'eau et se dit mais 90 mètres de chute, il faut quand même en faire quelque chose. Et c'est de là que naît l'idée de l'usine électrique de la Rançonnière. Et c'est là que le Locle est vraiment novateur. Ce sera la première usine de Suisse à être en main communale, gérée, dirigée, financée par une municipalité. Cette usine de la Rançonnière va-t-elle permettre uniquement d'éclairer dans les rues de la ville du Locle ou ça va servir à autre chose? Elle va servir à trois choses. Alors éclairer les rues, éclairer les bâtiments publics, éclairer les particuliers aussi qui pourront avoir des ampoules dans leur demeure et enfin donner de la force à l'industrie. Caroline, l'électricité au Locle était donc produite localement, consommée localement. Est-ce qu'on a dû aller chercher très vite ailleurs, plus loin? Oui, et toutes les villes, enfin les trois villes du canton auront très vite le même problème de ne pas avoir suffisamment d'électricité. Donc elles vont s'associer, le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, pour construire en commun une usine à Comgaro. Donc la décision se prend en 1892, donc 2 ans déjà après l'ouverture de la Rançonnière, on voit à quel point c'est rapide. Et puis Comgaro va commencer à fonctionner en 1896. La décision d'ailleurs elle est évidente, la rivière de l'Areuse est finalement l'endroit du canton qui est le plus apte à fournir de l'énergie, ce qui fait qu'on va beaucoup l'utiliser pour l'électricité et puis déjà avant pour l'adduction d'eau, notamment de la Chaux-de-Fonds, puisque l'eau chaudefonnière provient de l'Areuse. L'Areuse, cette rivière était donc déjà à cette époque une source d'énergie très importante. Aujourd'hui encore, ce cours d'eau est le principal producteur d'électricité dans le canton. Et à l'heure où les consommateurs souhaitent de plus en plus savoir précisément d'où vient l'électricité qu'ils utilisent, il existe des garanties d'origine proposées par les fournisseurs. On peut par exemple acheter de l'énergie issue de l'hydraulique provenant de l'Areuse et de l'énergie solaire produite par des installations photovoltaïques sur les toits du canton. Notre deuxième témoin, Serge Bechler, va nous en dire un peu plus. On le retrouve sur le toit du stade de la Maladière à Neuchâtel. On
est justement sur le lieu adéquat puisqu'on est sur le stade de la Maladière. Il y a combien de panneaux photovoltaïques ici? Alors il y a 3000 panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que ça représente à peu près 500 000 kWh par année. Et ça représente à peu près la consommation de 140 ménages. On a une production qui est limitée au niveau de la Reuse, qui est limitée au niveau des panneaux solaires. On voit très bien l'installation ici est limitée en termes de surface. Limité. Donc, tous les consommateurs ne peuvent pas bénéficier d'une électricité à valeur ajoutée écologique. Du coup, les distributeurs cherchent à diversifier leurs offres. Par exemple, Viteos propose depuis peu une garantie d'origine nommée Vivalor, composée à la fois de l'hydraulique suisse et de l'électricité issue de la valorisation des déchets produite par la société Vadec. C'est 90% d'hydraulique suisse, donc provenant des barrages, des Alpes ou des centrales au fil de l'eau, et 10% de production locale au travers de Vadec. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit donc verdit votre consommation, c'est-à-dire que de base, un ménage qui n'a pas souscrit à un courant vert consomme une énergie grise. C'est-à-dire que grise veut dire sans garantie d'origine. Mais jusqu'à quel point peut-on être sûr de la provenance de l'électricité que l'on consomme? En achetant de l'électricité verte, on n'achète pas des électrons pour notre consommation finale. En réalité, on achète des parts de certificats qui permettent de soutenir une production respectueuse de l'environnement. On arrive à garantir que la consommation d'un ménage, par exemple, soit produite par un de nos ouvrages, soit photovoltaïque, soit hydraulique sur la Reuse. Mais il y a une petite subtilité avec les courants verts. On n'arrive pas à savoir exactement d'où provient l'énergie, parce que toutes les électricités de toutes les centrales sur le réseau suisse sont mélangées. Ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'en fait, on garantit que l'équivalent de votre consommation, donc sur l'année par exemple, a été produite à un moment donné par une centrale plus écologique. C'est la seule manière de faire. La physique nous empêche de trier les électrons, malheureusement. Consommer toujours plus d'énergie verte, d'accord. Mais que nous réserve vraiment l'avenir? À quoi ressemblera le circuit de l'énergie de demain? Notre troisième témoin, Rachid Cherkaoui et son équipe mènent la recherche dans le domaine des réseaux électriques à l'EPFL de Lausanne. Ici, nous avons installé ce qu'on appelle un micro-réseau. C'est un système qui est composé de petits dispositifs de production d'électricité, donc des technologies nouvelles. Et le but de micro-réseau, c'est de pouvoir acheminer de l'électricité ou de l'énergie électrique vers le consommateur sur des courtes distances. Pour cette production, vous avez des cellules photovoltaïques qui se trouvent juste à l'extérieur de ce bâtiment, sur la façade. D'autres dispositifs, par exemple des piles à combustible, qui mixent l'oxygène et l'hydrogène pour pouvoir fabriquer de l'électricité. Et comme la production ne suit pas la demande des consommateurs, nous avons aussi des dispositifs de stockage qui font tampon entre la consommation et la production. Justement, professeur, le développement des systèmes de stockage, c'est aussi l'avenir, non? Le stockage le plus direct de l'énergie électrique, c'est les batteries. Lorsqu'on est dans une période où on a un excès de production photovoltaïque, ça sera stocké dans la batterie. Et à des moments où on n'en a pas assez de cette production photovoltaïque, eh bien on utilisera ce qu'il y a dans la batterie. Alors si je vous suis bien, professeur, les micro-réseaux et les dispositifs de stockage sur lesquels vous travaillez sont destinés à fonctionner sur de courtes distances. Mais qu'en est-il des futurs réseaux électriques à longue distance? Si par exemple on s'amusait à penser à produire offshore avec l'éolien sur l'Atlantique par exemple, là, on deviendrait vraiment sur ces longues distances de 400, 500, 600 km. Mais on pourrait aller encore plus loin, au Sahara, et pouvoir exploiter les sources d'énergie d'origine solaire et les acheminer sur des longues distances via des réseaux à courant continu, parce que c'est des très très longues distances. Et on aurait nos réseaux de transport connus aujourd'hui en Europe qui seraient surplombés par un réseau encore plus puissant. La recherche dans ce domaine des réseaux électriques, du circuit de l'énergie de demain, est donc en plein boom. Bien évidemment, il y a beaucoup de projets de recherche qui sont financés. On voit aussi, même au niveau de la formation, les jeunes s'intéressent beaucoup à ce domaine. C'est un domaine porteur, c'est clair. Voilà, Eureka, c'est terminé, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain pour parler, bien sûr, d'énergie. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!